Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va continuer notre tour d'horizon ici, voilà, d'actions de qualité d'actions intéressantes à avoir en watchlist selon d'autres YouTubers. Ok, donc, on a commencé avec la série ici de Sébastien Coubard, avec la chaîne de Sébastien Coubard. Donc, n'hésitez pas à me proposer d'autres chaînes. J'aime bien faire ce genre d'exercice-là. Du point de vue quantitatif, le but ici n'est pas de critiquer la vidéo ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Ok, c'est uniquement prendre les entreprises qui sont proposées ici, les regarder du point de vue quantitatif afin de voir lesquelles pourraient être intéressantes pour une analyse en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, quand je parle d'une analyse, quantitative et qualitative. Et quand ce genre d'exercice est fait, que ce soit par moi ou bien par d'autres youtubeurs ici, n'oubliez pas, c'est uniquement pour susciter de l'intérêt et du questionnement. On n'achètera jamais une entreprise ici en se basant sur les analyses quantitatives ou bien les analyses d'une ou bien la recommandation d'une autre personne. Non, vous êtes les seuls responsables de votre portefeuille. D'accord? Donc, faites très, très attention. Donc, cette vidéo-ci, c'est uniquement sur le plan quantitatif, donc dans le sens où moi, je prendrais les 10 actions à gros dividendes spécial PEA qui sont proposées ici, et encore qu'on fait même souvent ce genre d'exercice-là, et j'ajouterai une touche quantitative dans le sens où parmi ces entreprises-là, lesquelles pourraient être intéressantes en date d'aujourd'hui, parce que parfois, ça peut être un piège ici, un gros dividende, ok? Donc, on va aller voir ça ici. Donc, encore une fois, ce n'est en aucun cas une critique négative par rapport à quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec la vidéo. Nous, on prend juste les entreprises qui sont proposées. Point barre. OK? Donc, la vidéo ici date d'il y a un mois. Donc, la plupart des entreprises qui sont proposées ici, elles sont là. On a Total Energy, AXA, Samsung, Melexis, UPM, Red Electrica, NN Group, Dutch Post, Talents et Hapag-Lloyd. D'accord? Dans cette vidéo aussi. On va commencer par Total Energy. Total Energy, on en a déjà parlé plusieurs fois. Je pense que la dernière vidéo sur Total Energy, c'était au mois de février. Est-ce que ça vaut la peine de parler de Total Energy du point de vue quantitatif? En fait, on va faire simple. Dernièrement, j'ai partagé une vidéo ici, celle-ci, d'accord? J'ai partagé cette vidéo dans l'onglet communauté. Après, vous pouvez la retrouver ici. En fait, Total Energy me plaît bien parce que le PDG de cette compagnie a exactement le bon mindset pour cet emploi-là. D'accord? Il vous donne les informations terre à terre et les informations les plus importantes. Il vous parle des coûts de production. Il vous mentionne que même si le coût du pétrole est à un niveau assez élevé, nous déjà, on peut gagner de l'argent à X prix. Par exemple, même à 25 dollars, on gagne de l'argent. D'accord? C'est ce qu'il vous dit. Donc, je pense qu'ils appellent ça le point mort ou quelque chose comme ça. Donc, ici, j'aime ce genre d'informations-là parce que c'est une information ici qui est très importante pour moi. C'est pas juste la partie, parce que on ne regarde pas la partie ici énergie renouvelable, etc. Parce qu'il vous mentionne que de toutes les façons, en termes d'énergie renouvelable, il y a de fortes chances qu'on gagne de l'argent. Mais également, il a également mentionné que si on veut gagner de l'argent en énergie renouvelable, on n'aura pas le choix que d'avoir un certain prix au niveau de l'électricité également. Et encore, il a mentionné que la transition énergétique, ça coûte cher. Donc, si on veut de l'énergie décarbonée, il faut payer le prix qui vient avec. Donc, moi, j'aime bien ça. Il ne vous dit pas ici, il vous vend pas du rêve ou quoi que ce soit. Donc pour le moment, il vous dit que Total Energy, c'est gaz et pétrole. De préférence gaz pour le moment, mais encore pendant longtemps, on va encore parler de gaz et de pétrole. Donc quand vous analysez cette compagnie-là, regardez-là du point de vue gaz et pétrole, parce que l'autre partie ici, ce n'est qu'on n'est qu'à des débuts, mais encore, ils vont continuer à investir dans ce domaine-là. Bref, j'aime bien ça. J'aime bien aimer cette interview-ci. Il y avait une autre ici, parce que je sens la passion quand il parle. Je sens ça. Donc je me dis, je serais bien à l'aise à mettre mon argent au travail avec lui comme dirigeant. Je sais également que vous l'aimez énormément. Et franchement, ça se voit. Ça, c'est du bon sens. Il parle, il communique. Contrairement à d'autres PDG qui sont généralement silencieux, même s'ils travaillent beaucoup également bien. Mais voilà, j'aime bien ce genre de PDG-là. Ils viennent, ils vous donnent la bonne information, la manière la plus simple possible. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas lire les rapports financiers. Faites attention. Mais au moins, quand ils vous donnent une information, vous allez également rechercher la même chose dans les rapports financiers ou bien dans les conférences calls. OK? Donc, pour Total Energy a toujours été sous-évalué par rapport aux autres entités. Je rappelle qu'elle gagne beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui, notamment par rapport au prix du pétrole ou bien du gaz. OK? Donc, faites attention. Aujourd'hui, elle va sembler être très, 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 très sous-évaluée, mais vous savez bien que vous devez normaliser les résultats, n'est-ce pas? En tout cas, sur ma dernière vidéo, j'avais dit que Total Energy au prix actuel est correctement évalué. D'accord? Encore, quand je dis correctement évalué ici, on n'exagère même pas. Ça veut dire que celui qui achèterait du Total Energy ici aujourd'hui n'est pas en train de jeter son argent à la poubelle. Donc, pourrait bénéficier ici de la croissance future. Et si le prix de la commodité reste à un niveau élevé pendant très longtemps, tant mieux également. OK? Il pourrait également
bénéficier ici du rachat d'actions et de l'augmentation de dividendes. OK? Donc, moi, j'aime bien ça et je pense qu'au prix actuel, voilà, vous ne surpayez pas. Vous avez vos actions Total Énergie, que vous les ayez achetées à 30 ou je ne sais pas à combien. Le prix actuel, ça ne dérange vraiment pas de continuer à en acheter. Enfin, je pense bien. OK? Et vous pouvez également voir que Total Énergie a tendance à s'échanger à ces niveaux de prix-là. Et il faut faire attention. C'est pour ça que cette compagnie doit privilégier absolument le rachat d'actions également, au même titre que le versement d'un dividende. Et je pense également que c'est ce qu'ils font. Bref, ça c'est pour Total Énergie. Donc on est d'accord que voilà, ça pourrait être intéressant également aujourd'hui. AXA, j'en ai parlé dernièrement. On a fait une dernière vidéo sur AXA ici. Vous pouvez aller voir sur la chaîne. Donc je pense que sur AXA, on va aller rapidement. Voilà, ça reste également assez intéressant. On a également des questions qu'on a posées dessus. Et vous savez, allez regarder cette vidéo-là. Vous allez à peu près voir qu'est-ce qu'on a marqué par rapport à AXA. Donc vous pouvez voir ici, si on parle de AXA, la vidéo ici date de quand? Elle date du 15 du mois de juillet. Ça fait à peine... ça fait à peine 9 jours aujourd'hui, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça reste toujours assez d'actualité et ça reste toujours assez intéressant aujourd'hui. Mais attention, faites toujours attention aux compagnies d'assurance. Posez également la question, essayez de regarder si le PDG également vous semble quelqu'un de très correct, d'accord? Si vous donne la bonne information de la façon la plus simple possible et s'il communique vraiment facilement ici avec, par exemple, une lettre aux investisseurs ou bien, voilà, des interviews, bref, ce genre de choses-là. En tout cas, tout ce qui pourrait vous permettre ici de mieux comprendre cette compagnie parce que la plupart des gens, quand ils vont investir sur une compagnie d'assurance, c'est dividendes, etc. Non, non. La compagnie d'assurance, c'est la gestion du risque avant tout. Et pour savoir comment on gère le risque, il faut déjà comprendre même ce qu'on fait exactement. Donc, allez-y creuser ça. Et si vous n'avez pas de compréhension par rapport à ce business-là, passez à autre chose. Parce qu'en période difficile, vous allez vous poser 1 milliard de questions et généralement, vous allez vous poser les mauvaises questions tout simplement parce que vous ne connaissez pas la compagnie. OK? Donc, moi, la question qui me vient toujours à l'esprit, c'est pourquoi est-ce que le tangible book value a diminué? Et je vais voir, et j'ai remarqué que cette variation-là ici, toutes les entreprises ici, d'assurance ici ont à peu près le même problème entre parenthèses. Est-ce que ce n'est pas plutôt une revalorisation de leurs actifs parce qu'ils sont souvent investis en actions ou bien en obligations? Peut-être qu'il y a un problème à ce niveau-là temporairement, bien sûr. Et quand je dis problème, c'est entre parenthèses. Parce que ces entreprises, du point de vue bénéfice net, elles n'ont rien perdu en fait. Donc, généralement, ici, les bénéfices nets, vous allez voir, c'est le premium moins le coût ici lié à, voilà, le coût lié ici au, voilà, comment on dit ça? Voilà, je ne dirais pas aux polices d'assurance, mais on va dire ici le coût lié ici aux dommages je dirais pas qu'on a assuré, mais les dommages qu'on a choisi, enfin pas choisi, mais qu'on a payé, voilà, du point parce que on va le dire comme ça pour faire simple. Donc, vous savez que les compagnies d'assurance, vous donnez de l'argent en aval, d'accord? Enfin, pas en aval, en amont. Amont, c'est avant, n'est-ce pas? Donc, on vous paye en avance, ok, pour un problème futur. OK? Et si ce problème, et que pendant ce temps, vous pensez que la compagnie d'assurance fait quoi avec votre argent? Elle investit. Donc, si vous venez demain ici pour pouvoir, voilà, parce que vous avez eu un problème avec votre voiture, vous avez fait un accident, elle va remplacer cette voiture-là en allant puiser dans les caisses. Donc, les caisses ici, en prenant en considération le fait que l'argent que vous avez mis, on a mis ça en commun, parce que voilà, c'est ça le risque ici. Donc, on met ça en commun, on investit et on vous paye ici, voilà, au cas où vous avez un problème. Et le but ici n'est pas de vous, et absolument ici, de ne pas rencontrer un problème tous les jours, parce que quand vous avez un problème, la police d'assurance va également augmenter. Donc, elle aura l'obligation ici, si votre police d'assurance est respectée, d'accord, elle aura l'obligation ici, enfin, si le dommage en question est inscrit dans vos polices d'assurance ici, elle aura l'obligation ici de vous dédommager. OK? Donc, généralement, ces compagnies auront tendance, pour voir si elles gèrent bien le risque, il faut regarder à peu près l'évolution ici des bénéfices nets, déjà la stabilité. Une compagnie d'assurance qui gagne généralement de l'argent, c'est bien. Mais également l'évolution des tangible book value. Et attention, dépendamment du type d'assurance, parce que ça, AXA, c'est multiligne. Donc, c'est-à-dire que c'est plusieurs types d'assurances. Ici, on peut avoir des assurances vie, assurance santé ne se comportent pas de la même façon. Les assurances dommages également ici. On peut avoir de la réassurance. On peut même avoir du asset management. Bref, AXA peut être intéressante au prix actuel, quantitativement. Donc, on continue avec l'autre entité qu'on appelle SAMC. SAMC également, ça fait très longtemps qu'on a mentionné cette compagnie. Je pense que la dernière fois qu'on a fait une vidéo sur SAMC, ça fait plus d'1 an aujourd'hui. Oui, exactement. C'était un business assez intéressant, mais on a remarqué une chose. SAMC ici a gagné beaucoup d'argent pendant la pandémie. Vous remarquez ça? Et maintenant, pourquoi? Là, on s'attend à un ralentissement. Non seulement du point de vue bénéfice net, du point de vue également operating cash flow, on a également, operating cash flow, on a même une certaine stabilité ici,
Mais c'est très bizarre quand moi je vois ce genre de choses. Ça veut dire ici qu'on a un business qui a bénéficié d'une période ici, qui a bénéficié énormément par rapport à la conjoncture liée à la conjoncture qui est plutôt temporaire, qui était plutôt temporaire entre 2020 et 2022. Ça me sait ici, voilà. Je vois ici Home Improvement and Retail. Donc, est-ce qu'elle vend ici des articles de maison, vu que les gens étaient, la plupart des gens ici étaient à peu près confinés. Peut-être qu'ils ont eu tendance à dépenser plus pour les maisons, etc. OK? Donc, je peux voir ici, est-ce que les taux d'intérêt auront également un impact sur ce business-ci? C'est une question qu'on se pose également sur la dernière vidéo. Donc, on peut voir que pour Samsung, on s'attend à une réduction des bénéfices nets. Alors, ici, on avait une entreprise avec une certaine croissance. Donc, c'est-à-dire que la période actuelle, même si ça semble être sous-évalué, faites attention, normalisez les résultats. Éliminons tout ça, prenons à peu près la médiane de tout ce qu'on a ici, d'accord? On va se dire que c'est un business qui peut à peu près rapporter aux alentours ici, voilà, aux alentours ici de 10 à 11 euros par action. Si on se situe aux alentours de 10 à 11 euros par action, on ne surpaye réellement pas au prix actuel. OK? On ne va pas se dire nous avons une entreprise ici qui est surévaluée. On peut même être à 12 euros, donc je n'ai pas une règle ici avec les yeux, mais je peux voir ici qu'avant la situation actuelle, elle était aux alentours ici d'une douzaine, entre 11 et 12 euros par là. OK? Donc, il faut également regarder ici le niveau d'endettement de cette compagnie. Où est-ce qu'on se retrouve en termes de dette nette ici? Donc, sur Samsung, qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est une belle entreprise. Hein? Elle mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Et encore, la dette nette ici, vérifiez bien que s'il s'agit uniquement d'une dette hors loyer. OK? On a une dette nette ici de 186 millions ici et c'est un business qui a l'habitude de rapporter du point de vue bénéfice net. Pour le moment, on rapporte combien? Nous avons un business ici qui a tendance ici à rapporter aux alentours en moyenne, hein, parce que attention, ça, je pense que c'est temporaire. C'est un business qui a tendance ici à rapporter aux alentours de 35 millions par là. Donc, ça veut dire qu'elle peut repayer la dette ici en 6 ans. Attention, il faut toujours vérifier si cette dette-ci est hors loyer, parce que si ça inclut les loyers, c'est pas bon. Il faut l'ajuster en conséquence parce que les loyers ne se payent pas comme la dette. Le remboursement des loyers ici ne se paye pas comme on ne paye pas les loyers comme si on remboursait le principal de la dette. Donc, c'est pas la même chose ici. D'accord? On en a déjà parlé plusieurs fois ici. So, on revient sur Samsung. Pour moi, je dirais qu'à la limite, c'est une entreprise qui est correctement évaluée, sans plus. OK? C'est correctement évalué. Peut-être même un peu, dépendamment ici des perspectives de croissance, peut-être qu'on pourrait même demander un prix bien plus bas que ça. Donc, on va refaire une vidéo ici un peu plus longue sur Samsung pour le futur. Mais pour le moment ici, je ne pense pas qu'on ait quelque chose d'assez intéressant au prix actuel. Maintenant, du point de vue dividende, non, je ne pense pas qu'elle puisse payer ce dividende-ci pendant longtemps. Je pense qu'il est plutôt exceptionnel et de manière temporaire parce que vous voyez juste que ça, c'est une explosion ici. Donc, je pense qu'elle a peut-être une politique ici de distribution de dividendes à un certain pourcentage. Donc, c'est pour ça que quand elle gagne beaucoup d'argent, elle a tendance à redistribuer énormément ici. Et il me semble qu'on va peut-être revenir à quelque chose de plus normal dans le futur. Donc, pour moi, en termes de dividendes en date d'aujourd'hui, il faut faire attention. D'accord? Sauf si le business a complètement changé, sauf si on a fait une acquisition extraordinaire qui a peut-être changé quelque chose ici dans cette compagnie. Donc, et quand je regarde ici, est-ce qu'on a fait une acquisition quelconque ici? Non. Donc, il faut faire attention à ce business-ci. Donc, pour moi, ça me c'est point d'interrogation. Donc, ici, Total Energy, c'est intéressant. AXA, c'est intéressant. Samsung, non, je pense pas. Melexis, je ne connais pas cette compagnie-là, mais on va regarder ça ici rapidement. Melexis, alors, Melexis, qu'est-ce qu'on regarde? Alors, qu'est-ce qu'elle fait ici? Semi-conducteurs. Donc, quand on parle de semi-conducteurs, moi déjà, enfin, si on est dans le segment des semi-conducteurs, moi déjà, je prends toujours avec des pincettes parce que ça reste une compagnie, une industrie très cyclique. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on vend précisément? C'est la question. Et maintenant, dépendamment du produit qu'on vend, quels sont les drivers de ce segment d'activité-là? OK. Est-ce qu'on a des contrats? Et si on a des contrats ici, quel est le revenu par rapport à la taille des contrats qu'on a signés? Par exemple, si on a des contrats de 200 millions et qu'on a des revenus de 100 millions, ça veut dire qu'on a un book to bill ici de 2, c'est-à-dire qu'on a une visibilité sur 2 ans. Donc, ce sera important à aller regarder. Donc, du point de vue bénéfice net, ce n'est pas un business sur lequel on va souvent payer des multiples assez élevés, notamment parce que ça reste assez cyclique. Mais ça se voit ici que c'est un business qui est assez bien géré. Donc, 2019 et 2020 ici ont peut-être été des années particulières ici, mais voilà, si on exclut ces années-là, voilà, on a un business qui était assez croissant dans le futur. Maintenant, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci? Mis à part 2019 et 2020 ici, on va se dire que oui, ça va. Mais maintenant, si on se base, c'est un business qui a tendance à se changer ici à 20 fois les bénéfices. Peut-être également parce qu'il y a une certaine croissance des revenus ici derrière. On va juste aller vérifier ça ici. Melexis. Alors,
compagnie belge, ok. Donc, ça pourrait être intéressant de faire une vidéo longue sur Melexis ici. Donc, je prends le revenu, le bénéfice net ici, et je prends le revenu. Donc, du point de vue revenu, c'est qu'est-ce qu'on constate? On a une croissance des revenus. Est-ce que les marges sont plutôt stables ici? Les marges brutes déjà pour commencer. Est-ce qu'on a une stabilité des marges brutes? Généralement, oui. Donc, ça, c'est la partie où la partie de la pandémie ici. Donc, c'est peut-être exceptionnel. Donc, on a généralement des marges brutes qui sont à peu près stables. Peut-être qu'elle a un pricing power. Et quand je vois ici, je pense même qu'on pourrait avoir un pricing power sur cette compagnie-ci. Elle doit avoir un produit sur lequel elle est peut-être leader dans son activité. OK? Mais n'empêche que, voilà, il faut, je dirais, voilà, prenez les résultats financiers des dernières années ici. Là, elle gagne beaucoup d'argent. Est-ce que c'est durable? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Donc, on a des revenus bien plus élevés que ça. On peut voir ici que c'est une entreprise qui était assez en croissance. OK. Admettons même que ce soit le cas parce qu'en termes d'analyse, vu qu'ils ont tendance à avoir raison, ils s'attendent à peu près à des bénéfices nets de combien? Voilà, on s'attend ici à des bénéfices nets aux alentours de 5,53 €. On va juste prendre ça en termes de rendement. On a 5,53 € en date d'aujourd'hui. On me demande de payer ici 93 € pour cette compagnie, donc 94 €. On a un rendement potentiel de près de 5,88%. Donc, je dirais à la limite qu'on est correctement évalué au prix actuel. Maintenant, si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, OK, ce serait pour une croissance au-delà de 2025. Donc, il faut avoir une compréhension même de ce business model-là, de l'industrie, etc. D'accord? Donc, pour Melexis, je ne pourrais pas dire que c'est pas... Ça peut être intéressant. OK. Du point de vue dividende ici, alors ici, pourquoi est-ce qu'elle est dans la liste ici? Parce que la liste ici concernait les entreprises à haut rendement. Pourquoi est-ce que Melexis est dans la liste des hauts rendements? Est-ce que c'est parce qu'elle a versé un dividende exceptionnel à cette période-là? Parce que quand je remarque, par rapport à ce que je vois ici, le dernier dividende qu'on a versé à peu près, on était aux alentours de 2,25%. Et on s'attend ici à 2023, on s'attend ici à un dividende ici de 3,62. 3,62 ici, c'est moins de 5% ici. On sera peut-être à 3% par là, par rapport au prix actuel. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça a été mis sur la liste. OK. So, dans tous les cas de figure, ça peut être un business assez... Je pense qu'elle est correctement évaluée à la limite, d'accord? Donc, on va se dire ici, c'est quelqu'un qui rachèterait du Melexis, c'est surtout parce qu'on s'attend à une certaine croissance. Donc, on va se dire ici, voilà, on ne surpaye pas. On va le mettre comme ça, OK? Donc, UPM ici, c'est quelqu'un qui fait quoi? Donc, c'est une entreprise ici, si je me rappelle bien, du papier, etc. Donc, ça reste ici quelque chose de cyclique également. Est-ce que c'est un price taker, price maker? Il faut également voir ici, est-ce qu'elle vend de l'emballage? OK, donc quel type d'emballage? Ce serait intéressant à aller regarder. C'est une compagnie ici, c'est Finland, OK, si je prononce ça bien. Donc, c'est une compagnie finlandaise, OK. En termes de revenus ici, plutôt stable. En termes de gross margin, on peut voir ici que c'est un business plutôt stable, plutôt mature, donc on n'aura pas tendance à payer des multiples assez élevés ici. Maintenant, les marges brutes, plutôt stable, on va le dire comme ça. Donc, je pense qu'elle arrive à bien gérer ses coûts ici. OK, c'est déjà une bonne chose. En termes d'EBITDA, parce que je sais que ces entreprises sont généralement des price makers, des price takers, donc c'est-à-dire qu'elles ne fixent pas le prix. Donc, elles sont juste là pour gérer les coûts de production. Donc, ouais, voilà, elle arrive plus en termes de d'EBITDA ici, voilà, les coûts ont tendance, elle a tendance à bien gérer ses coûts. Certaines périodes, c'est assez compliqué, mais bon, ça va. OK, donc on peut prendre une médiane ici, c'est assez correct. En date d'aujourd'hui, est-ce qu'elle gagne beaucoup d'argent? Net income margin ici, on regarde ça par rapport à la moyenne. Non, on est plutôt au niveau de la moyenne. Donc elle a plutôt quelque chose d'assez stable. Mais il faut souvent normaliser ces résultats-là parce que je sais que ces business-ci ont souvent tendance à avoir des charges exceptionnelles. Donc, quand on normalise un tout petit peu les résultats, on peut voir on a quelque chose de plutôt stable, d'encore plus stable ici. OK. Donc, vu que c'est un business assez stable en termes de revenus, etc., on va se dire que la période actuelle peut être exceptionnelle. Et encore, il faut regarder pourquoi est-ce que les revenus ont augmenté sur les dernières années. Est-ce qu'elle a fait une acquisition ici? Pour le moment, je ne vois pas d'informations par rapport à une quelconque acquisition ici exceptionnelle. On a une légère petite acquisition, mais c'est rien, c'est aux alentours de 100 millions ici, mais ce n'est pas 100 millions qui nous a permis d'avoir 2 milliards de revenus. Encore, il faut aller vérifier, mais ça m'étonnerait beaucoup, beaucoup. En tout cas, si on prend la médiane des 5 dernières années, on a à peu près un business qui peut rapporter à peu près 800 millions par là. D'accord, 800 millions, je n'ai pas envie de surpayer, d'accord, 800 millions par rapport aux 15 milliards qu'on a en date d'aujourd'hui, donc 15 milliards 270, ça c'est en euros, on a à peu près un rendement sur coût de près de 5%. Ok, le business en lui-même paye généralement 15% de rendement, donc il faut peut-être faire attention ici. Est-ce qu'on s'attend à des bénéfices nets moins élevés dans le futur pour cette entreprise-ci? On peut voir ici, oui. Alors, est-ce qu'on fait souvent des prévisions ici qui ont tendance à être correctes? Bon, ouais, quand même, les prévisions sont correctes sur ce business-ci. En termes de free cash flow, bon, ça plutôt stable également ici. Donc,
si les free cash flow sont négatifs ici alors que les bénéfices nets sont positifs, ça veut dire ici qu'il y a beaucoup de réinvestissement dans ce business-ci. Donc, ça veut dire que ces années-ci, on a payé le dividende ici avec, avec à peu près de l'argent qu'on a pris dans les caisses. OK, donc peut-être qu'on a augmenté la dette ou bien ici, on a augmenté le nombre d'actions. Déjà, on va vérifier ça ici en termes de dette nette ici. Qu'est-ce qu'on a en date d'aujourd'hui? Donc, vous voyez que le nombre, la dette nette a augmenté en 2020 à cette période-ci. Je pense qu'on a à peu près, disons, on pourrait se dire qu'on a doublé la dette entre 2022 ici et aujourd'hui. Enfin, techniquement. Pourquoi est-ce que cette dette nette-là a doublé? Est-ce que les free cash flow en eux-mêmes ici, est-ce que c'est parce qu'on a distribué un dividende? Est-ce que c'est parce qu'on a remboursé? Enfin, je pense que, est-ce que c'est parce qu'on a investi massivement dans l'outil de production? Parce que les free cash flow étaient négatifs cette période-ci. Donc, vous constatez que les bénéfices nets sont positifs, mais les free cash flow, voilà, ne couvrent pas le dividende depuis quelques temps. Et ça, c'est un peu risqué. Donc, est-ce qu'elle est sur un processus ici de réinvestissement massif? Donc, il faut faire attention aux multiples que vous allez payer sur cette compagnie-ci. OK? Soit en date d'aujourd'hui, est-ce qu'on va se dire qu'on a quelque chose de sous-évalué? Je dirais à la limite, par rapport au bénéfice net ici, on va se dire quoi? Donc, je vais juste sortir ça. Ce n'est pas un business sur lequel, en termes de dette net ici, vu le niveau de dette net en date d'aujourd'hui, ce n'est pas un business sur lequel on va avoir tendance à payer des multiples assez élevés. On peut se dire ici que par rapport aux prévisions futures, si elles se réalisent, on est correctement évalué au prix actuel. Est-ce qu'elle a les moyens de payer ce dividende? Techniquement, elle peut le faire. Mais voilà, rappelez-vous qu'il y a 2 ans ici, 2 ou 3 ans qu'on a payé, on a payé un dividende ici alors qu'on n'avait pas les free cash flow pour le faire. Donc, allez questionner ici la politique ici, d'investissement, d'accord? Donc, essayez de voir pourquoi est-ce que les free cash flow sont négatifs sur ces années-là. Sinon, on va se dire que payer 10 fois les bénéfices ici, ça peut être intéressant, ce n'est pas une surévaluation non plus. Et elle a les moyens ici de rembourser cette dette-là. Si c'est 3 milliards, donc elle peut repayer la dette nette, même si elle rapporte ici à peu près 800 millions par an, elle peut rembourser la dette ici en 3 ans. 3 ans ici, donc ça va. Donc on peut se dire ici que UPM en observation également. OK, Red Electrica. Donc sur Red Electrica, vous allez trouver le nom ici, c'est REDA, d'accord, ou c'est REDI, je ne sais pas comment ils prononcent ça ici, parce que le nom a changé. Voilà, c'est REDA ici, d'accord. Donc, ce n'est plus Red Electrica, d'accord, mais ça veut juste, c'est juste le diminutif. Donc, en date d'aujourd'hui, quand je vois cette compagnie ici, ce qui saute aux yeux directement ici, c'est le ralentissement ici des bénéfices nets sur les mois à venir, d'accord. Ça, c'est une question, ça m'intrigue un tout petit peu. Qu'est-ce qu'elle fait exactement ici? C'est un business plutôt stable. Le niveau d'endettement ici, est-ce qu'il est élevé? Donc, j'essaie de regarder ici la dette nette sur EBITDA. On va regarder ça. Est-ce que quand on parle d'électricité, est-ce que c'est la distribution d'électricité ou la production d'électricité? OK? Parce que je sais qu'on a ici, on a une autre compagnie espagnole ici qui est plutôt dans le transport d'électricité. Donc, ils ont plutôt ici le réseau de transport, d'accord? Ils ne produisent pas. Donc, je pense que si vous voulez transporter l'électricité, vous payez à peu près, vous payez à peu près une commission pour pouvoir avoir le droit de le faire. Donc, ici, on a une dette nette de 8,7 euros, de 8,70 €, OK? Dette nette par action. Donc, en date d'aujourd'hui, c'est un business qui se négocie généralement à 15 fois les bénéfices. Et le bénéfice diminue ici. Si on prend en considération la dette, on va se dire que le prix actuel serait élevé. Si on prend en considération la dette nette, parce que ça va nous donner une quinzaine d'euros ici, 15 € moins 8,70 € ici, techniquement, c'est moins que ça. Donc, c'est-à-dire que le niveau d'endettement ici est, comment dire ça, la dette ici influence, le prix va influencer sur la valorisation de la compagnie. Donc, n'oubliez pas également, il faut voir comment est-ce que la dette est échelonnée dans le temps, les taux d'intérêt par rapport à cette dette-là, et à peu près comprendre la raison pour laquelle on a des bénéfices nets moins élevés ici. Donc, si on va regarder Red Electrica à ce niveau-ci, Red Electrica. OK. Donc, qu'est-ce que ça donne ici du point de vue consensus si on va au-delà de la période qu'on avait ici? Donc, on va prendre ça. On va aller regarder le consensus. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne ici comme information au-delà de 2025? En termes de bénéfices nets ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? On s'attend à une augmentation à nouveau ici. Donc, on peut se dire que ça, c'est temporaire, mais déjà, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un ralentissement ici. Parce que ce genre de business est censé rapporter la même chose année après année. OK? Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi est-ce qu'on s'attendrait à une remontée ici? Si on s'attend à 1 €, ça représente tout la même chose. C'est un business qui peut s'échanger ici. Généralement, dépendamment ici je remarque ici qu'on est généralement à 15 fois les bénéfices, même si ça me semble bizarre quand même de payer 15 fois les bénéfices ici, parce que c'est généralement un business qui est plutôt stable. Donc, vu que c'est également une machine à cash, donc le marché a tendance ici à payer des multiples un peu plus élevés que ça. Est-ce que le marché ne prend pas en considération la dette ici depuis très longtemps? Dans tous les cas de figure, on va réfléchir en termes de rendement. On me demande de payer 15 € ici pour une entreprise qui pourrait me rapporter à peu près 1 € par action sur les années à venir.
Donc, on constate ici un rendement de 6,67%. Elle paie un dividende, elle paie ici un dividende de 5,25%. Elle a les moyens de payer ce dividende-là. Est-ce qu'on peut plancher sur une augmentation de dividende? Je dirais, pour le moment, non, parce que le niveau d'endettement est quand même assez élevé ici. Même si cette dette-là peut être échelonnée peut être repayée sur une longue période de temps, toujours aller questionner ici. Donc, pour moi, je dirais que Red Electrica, au prix actuel, voilà, c'est uniquement pour le dividende. Donc, je dirais qu'on est correctement évalué ici. Et encore, il faudrait regarder à peu près comment est-ce que la dette peut se comporter. Donc, je ne m'attends pas ici à une revalorisation par rapport au prix. C'est vraiment par rapport au dividende ici. OK? So, Red Electrica, voilà, on va se dire ici, on va mettre 2V. C'est pas que c'est mauvais, mais bon, je pense qu'il faut toujours aller regarder qu'est-ce qui cloche à l'intérieur. Donc, Total Energy et AXA, on est correct. Melexis, UPM et Red Electrica, c'est pas que c'est correctement évalué. SAMC, je dirais non. Maintenant, on passe sur NN Group et on va aller rapidement. Est-ce que NN Group, on l'a déjà étudié ici? NN. Non, pas du tout. Donc, c'est une compagnie ici d'assurance. Et je pense qu'on va faire une longue vidéo sur une compagnie d'assurance, plus sur cette compagnie un peu plus tard ici. Donc, vu que c'est une compagnie d'assurance, ce qui va se passer généralement ici, il faut vérifier quel type de compagnie d'assurance on a ici. Est-ce que le book value serait important à aller regarder? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut aller voir? Est-ce qu'il a augmenté? Est-ce qu'il a diminué? En date d'aujourd'hui, du point de vue quantitatif, est-ce que c'est un business qui a tendance à rapporter à peu près la même somme ici, année après année? Si on se fie à ce que Fastgraph propose ici, tout en se basant sur l'estimation des analyses, on peut se dire qu'on est légèrement sous-évalué et je ne paierai pas plus de 10 fois les bénéfices ici. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si on paye 10 fois les bénéfices, c'est un rendement de 10% ici. Donc, on a les moyens ici de payer un dividende de 8,17%. Maintenant, regardez le niveau d'endettement. Regardez également quel type d'assurance on a ici. OK? Donc, au prix actuel, ça pourrait également être intéressant du point de vue dividende. Ils ont les moyens de le payer. D'accord? Donc, c'est assez correct ici. Mais faites attention, on n'analyse pas une compagnie d'assurance comme ça. OK? C'est bien de jouer avec des chiffres, mais il faut aller regarder à peu près où est-ce que l'argent provient d'où. Quelle est l'évolution du return on equity, etc. OK? Donc, on va aller rapidement ici. Donc, NN Group, ça pourrait être intéressant également à aller regarder. Dutch Post, je ne vais pas revenir dessus. On a fait plusieurs vidéos sur Dutch Post. Je pense que la première vidéo date du mois de juillet. Et depuis cette période-là, on sait que Dutch Post est assez intéressante au prix actuel. OK? On en a une ici, on en a une autre ici. Donc, c'est assez intéressant au prix actuel. Je vous encourage à aller voir cette vidéo-là. Donc, est-ce que j'ai besoin d'aller regarder DHL ici à nouveau? Juste quantitativement ici, on a un coup d'œil ici, on peut voir ici que oui, elle a gagné énormément pendant la pandémie. Maintenant, il faut maintenant voir si elle va avoir tendance à maintenir ces niveaux-là. OK? Donc, qui parle d'Internet ici, qui parle ici de commerce en ligne, parle ici de logistique. Donc, ça peut être intéressant pour ces compagnies ici dans le futur. Donc, il y a un trend ici, il y a un big trend ici sous-jacent, d'accord? Parce qu'il va falloir transporter ces produits-là. Donc, voilà, rien de mieux qu'une compagnie de logistique comme Dutch Post. OK? Donc, ça peut être intéressant. Le point de vue dividende également, il y a même pas, je ne pourrais pas rajouter autre chose par rapport à la dernière vidéo qu'on a fait sur ce sujet-là. Donc, Dutch Post ici, intéressant. Talents, je ne connaissais pas cette compagnie-là. Je pense également que c'est une compagnie ici d'assurance. J'ai également vu ici que ces compagnies, c'est assurance, réassurance. Donc, il faut faire attention. Le book value a sans doute une certaine importance ici. Donc, si on prend en considération les bénéfices nets uniquement en se basant uniquement sur le 10 fois les bénéfices, je ne vous encourage pas à payer plus que ça sur une compagnie d'assurance, sauf si elle a une croissance exceptionnellement élevée. Et encore, il faut faire attention. Donc, je dirais que pour moi, ici, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci? Ça va. D'accord? Donc, on peut se dire ici, en date d'aujourd'hui, ça pourrait être intéressant du point de vue dividende uniquement. OK? Donc, on paye 10 fois les bénéfices. On peut également bénéficier ici d'une croissance des bénéfices. Donc, voilà, de l'ordre ici, voilà. Si on se base sur les bénéfices nets attendus en 2025 ici, on pourrait s'attendre ici à peu près 6,64 € de bénéfices nets. Donc, à 10 fois les bénéfices, ça fait 64 euros. Ça fait à peu près 66,40 €. Donc, on a soit à peu près une croissance de 11% ici, dividende inclus, bien sûr. Sinon, pas comment. Dividende inclus, bien sûr. So, maintenant, dividende réinvesti, on va le dire comme ça. So, ça peut être intéressant à aller regarder quantitativement. C'est une compagnie d'assurance, donc il y a peut-être qu'on pourra faire une vidéo indépendante ici par rapport à ces entités-là. De toutes les façons, dites-le moi en commentaire, laquelle, parmi celles qu'on n'a pas encore analysées ici, donc on avait Melexis, UPM, Red Electrica, NN Group et Talents, qu'on n'a pas encore regardé ici. Peut-être qu'on pourrait regarder ça du point de vue, enfin un peu plus en profondeur, en passant par les marges, les revenus, etc. So, laissez-moi savoir en commentaire ici lesquels pourraient vous intéresser. Maintenant, concernant Hapag-Lloyd, je ne vais pas reparler de cette compagnie-là. OK, on en a fait. Franchement, ça ne vaut même pas la peine d'aller la regarder.
Pas du tout. C'est vraiment une compagnie, elle a gagné de l'argent de manière ponctuelle ici. Et si vous regardez les derniers rapports financiers, ça vous dit tout. Donc cette vidéo-ci, c'est un 34,5% ici. L'astérix est là. Il faut faire très attention ici. Donc Hapag-Lloyd ici, c'est vraiment une entité qui ne devrait même pas vous intéresser. Passez à autre chose. Évitez jamais ce genre. Le secteur maritime ici, privilégiez ici les compagnies qui sont des middlemen, qui ne transportent pas, mais qui s'occupent par exemple ici de mettre en relation ceux qui ont besoin de faire transporter leurs produits et ceux qui ont le matériel nécessaire, enfin ceux qui ont l'équipement nécessaire pour transporter le produit. Donc, quand on parle d'équipement, on parle des navires ici ou bien des navires généralement ici. Et ça me fait parler d'une compagnie ici, Expeditor Washington, d'accord? Expeditor International Washington, qui est à peu près dans ce domaine-là. Et c'est à peu près un middleman. Vous allez voir ici que eux, c'est peut-être le genre d'entité qu'il faut regarder si vous voulez investir dans le secteur maritime ou bien la logistique ici maritime, d'accord? Mais elle a gagné beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui, ça va ralentir. Donc, on s'attend à ce que cette compagnie-là revienne un tout petit peu sur terre, ok? En date d'aujourd'hui, je pense que le prix est encore assez élevé. Je pense que c'est une compagnie qui pourrait être intéressante aux alentours en dessous d'une centaine d'euros par là, d'une centaine de dollars par là. Donc, dans toute cette liste-ci, on va se dire que Hapag-Lloyd ici, c'est triple X, donc même pas aller regarder un tout petit peu. Donc, pour la watchlist, TTE, AXA, SAMC, Melexis, voilà, watchlist. Voilà, j'aurais préféré prendre juste TTE et SAMC et AXA également, d'accord. Donc pour le reste, ici, c'est parce que je ne les connais. Deutsche Post également mérite d'avoir une place dans la watchlist. Donc en termes de sous-évaluation, on peut voir ici TTE, AXA, Melexis, UPM, Red Electrica, N Group, Deutsche Bank, Deutsche Post et Talent, ça pourrait être intéressant à aller regarder. Certaines ici, on a une certaine réticence, donc à savoir Red Electrica, UPM et Melexis. Mais voilà, pour ceux qui auront la compréhension facile de ces trois business-là, tant mieux pour vous. Mais sinon, s'il y avait une entreprise que moi j'aurais préféré ici, j'aurais pris Deutsche Post, AXA, et SAMC par rapport au prix actuel. Et AXA, non, Deutsche Post, Total Energy et AXA par rapport au prix actuel. SAMC ici, c'est vraiment parce qu'elle est surévaluée, selon moi. Donc, je m'attends à un certain ralentissement ici avant d'aller la regarder à nouveau. OK? Donc, ceci n'est que mon avis du point de vue quantitatif. Je rappelle que si vous voulez investir dans ces entités-là, lisez vos rapports financiers. En lien dans la description de cette vidéo-ci, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Donc, un like, un commentaire, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et je rappelle encore une fois, ceci n'est pas une critique, c'est juste, voilà, c'est une vue quantitative par rapport à ces différentes entités-là. Donc, j'ai juste profité de cette vidéo-là juste pour faire à peu près aller regarder ce top 10-là, ok? Donc, s'il fallait faire un top ici, je vous l'ai donné également ici, mais je vous rappelle toujours que avant d'y investir, vous lisez vos propres rapports financiers. Et parmi ces entreprises-là, celles qu'on n'a pas encore eu à étudier ici, à savoir Melexis, UPM, Red Electrica, NN Group ici et Talent, laquelle pourrait être intéressante à aller regarder. Et dites-moi par rapport à Hapag-Lloyd, qu'est-ce que vous pensez de cette compagnie-là? Moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'ici, c'est essentiellement un price taker et ça se voit littéralement ici que c'est vraiment pas un business qui pourrait vous intéresser. C'est un business très, très, très compliqué. Comparé juste à Max, donc, sur les derniers rapports financiers, ils vous ont mentionné ici que le prix du conteneur ici, le prix de transport ici des conteneurs ici est en train de diminuer. Donc, vous voyez que c'était purement ponctuel. Et vous voyez également que Expeditor, pour le moment, ça va, mais on s'attend à ce que ça revienne un tout petit peu sur terre parce que c'est un business assez prévisible également. Elle gagne beaucoup d'argent ici aujourd'hui, mais c'est de manière temporaire. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, si vous avez également d'autres YouTubeurs qui ont proposé des top 10, des top 5, je ne sais pas quoi, proposez-les-moi. Ça me fera toujours plaisir d'aller regarder ici. Ça peut toujours être intéressant de découvrir de nouvelles entreprises. Et du point de vue quantitatif uniquement, donc ces vidéos-là n'ont pas vocation à être critiques en fait. Non, pas du tout. Si vous avez déjà fait du contenu un jour, vous savez que c'est pas facile déjà de prendre son temps ici, déjà de proposer un certain type d'entreprise, d'accord? Et je dis toujours une chose, c'est qu'à la fin de la journée, chacun est libre chacun est libre de prendre la décision d'acheter ou pas. D'accord? Donc, c'est uniquement pour susciter de l'intérêt ou du questionnement. OK? Donc, on se dit à bientôt. Merci.